Le vendredi 25 mars dernier, GEC et Boutelli, on essaiera d'en savoir un peu plus, présentait un sondage où on annonçait, quand même, on assistait à la régression de la popularité de l'actuel président Félix-Antoine Tshisekedi et par ricochet, une progression d'un autre homme politique, Moïse Katumbi. Pourtant, ce n'était pas le seul sondage. Mais comme nous sommes dans un pays où la politique prime un peu surtout, on a retenu que ça. Nous, on a voulu aller un peu plus loin, savoir qu'est-ce qu'il en est exactement de ce sondage, quels sont les outils utilisés par cette structure GEC, quels sont les autres secteurs qui ont été concernés, qui sont concernés par ces différents sondages. Nous sommes venus à la rencontre de GEC pour en parler. Nous avons le plaisir de recevoir dans cette émission Fred Bauma. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes secrétaire exécutif des Boutelli. Oui, c'est bien ça. Et Boutelli qui est l'équivalent de GEC. Pas vraiment. Et Boutelli qui est partenaire de recherche des GEC en RDC, mais Boutelli qui est un institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence, et qui est basé à Kinshasa et qui fonctionne depuis l'année dernière, on dirait. On essaiera de savoir un peu plus sur la relation, la corrélation qu'il y a entre Boutelli et GEC. Est-ce que GEC c'est Boutelli, est-ce que Boutelli c'est GEC? Mais Fred, c'est une reconversion. La dernière fois que moi je vous ai vu, c'était Lucha. La reconversion, c'était temps pour vous de changer la façon de faire de l'activisme? C'est pas une reconversion. Ça me fait rire parce que c'est une question importante. Les militants ont une vie à côté de leur lutte. Moi, je suis chercheur, en plus d'être militant. Demain, je ferai peut-être autre chose. Pour moi, ce n'est pas une reconversion, c'est juste un aspect de ma vie que les gens... Comme c'était auparavant? La cause est différente et les moments sont différents. Probablement, en fonction de l'évolution, on me retrouvera de nouveau. Donc, il ne faut pas s'étonner si je suis dans la rue demain en train de manifester. C'est mon rôle de citoyen, je l'assume pleinement. Mais à côté, j'ai un travail et pour l'instant, ce travail-là, c'est dans la recherche et voilà en quel sens je parle. C'est aussi important de dire qu'il y a, je ne suis pas le seul, là. Il y a beaucoup de militants qui sont médecins, il y a beaucoup de militants qui étudient, il y a beaucoup de militants qui travaillent dans des organisations ou dans des entreprises, y compris des entreprises publiques d'ailleurs. Ça ne devrait pas étonner quelqu'un qui ait une vie en plus de militantisme. Parce que lorsqu'on s'engage, ce n'est pas parce qu'on manque à faire. On s'engage pour le Congo parce qu'on veut. C'est cet aspect-là justement des activistes que vous étiez et que vous êtes, que les gens n'ont pas réussi à déceler, surtout dans la Lucha et bien d'autres structures. C'est-à-dire on voyait juste des jeunes qui disaient non, qui peut-être étaient présentés comme des chômeurs. C'est justement ce côté-là qu'on n'arrivait pas à saisir parce qu'on se disait vous aviez tellement de temps pour revendiquer qu'on commençait à se dire mais il manquait à faire. C'est une erreur. On revendique parce que c'est notre vie, parce que c'est notre pays, parce que c'est l'avenir de notre pays et que si on ne le fait pas, ce sont nos enfants qui le paieront. On ne peut pas être si occupé pour laisser de côté le pays. On ne doit pas séparer les deux, je pense. Et pour moi, ce n'est pas que pour les activistes, c'est aussi pour les journalistes, c'est pour tous les Congolais. Un citoyen actif doit savoir s'impliquer dans la vie sociale de son pays. Et ce n'est pas en conflit avec n'importe quel autre travail qu'il fait. Je suis allé sur votre compte Twitter, vous continuez à vous revendiquer comme étant de la Lucha. Donc Lucha un jour, Lucha pour toujours. La Lucha, c'est mon alma mater, comme on dit, c'est ma maison, c'est ma famille. Je serai jusqu'à la fin de mes jours, que Dieu me donne la force. Parce que je serai militant dans l'âme, je suis militant et je le reste. Je suis aussi chercheur, c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui. C'est pas incompatible? C'est pas du tout. C'est Lucha activiste et être chercheur? Alors c'est difficile. Ça peut être la confusion si on commence à mélanger les choses, mais je suis congolais. Est-ce que c'est incompatible avec le fait d'être chercheur? Alors si je suis congolais et que je sors
dans la rue et que je réalise que les policiers, par exemple, sont en train de maltraiter les gens, est-ce que commenter ça ou bien me révolter contre cela est incompatible avec mon rôle de chercheur? Je ne pense pas. J'essaie d'être le plus objectif possible lorsque je fais ma recherche. Quand j'écris un papier, il y a beaucoup de gens qui les relisent, qui les commentent, qui se rassurent aussi que ça reste objectif. Et après, je suis congolais et je ne les cache pas et je suis engagé. Voilà, parce que c'était quand même important qu'on commence par là. Beaucoup de gens connaissaient Fred Baouna comme cet activiste de la lucha. D'ailleurs, vous êtes les précurseurs, vous et bien d'autres d'ailleurs, à avoir lancé le mouvement citoyen ici en République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui, le voir sous notre casquette, il était quand même assez important qu'on puisse parler de cette facette-là et de voir si cela n'influe pas sur votre travail. Parce que d'aucuns risquent de dire le Fred activiste risque d'avoir de se mêler, de se départir, de ne pas se départir de ce Fred chercheur. Bon, après, je comprendrais si les gens le disent, mais la recherche, ce n'est pas une Bible qu'on écrit pour que ça ne soit pas critiqué. Donc si quand on publie quelque chose, c'est pour que les gens le regardent, les commentent, les lisent et que ça contribue au débat. Et donc, tout le monde est libre de regarder ce qu'on a écrit, ce qu'on a publié et de juger en fonction de ce qu'on dit, pas en fonction des préjugés qu'on fait. Sinon, on dira, voilà, parce que tu es de l'Est, tu ne peux pas être objectif sur l'armée, sur la question de groupe armé, ou bien parce que tu es, je ne sais pas, du Kasaï, tu ne peux pas être objectif sur ceci ou cela. Et en multipliant des préjugés, on se perd très rapidement. Exactement, j'aime cette phrase. En multipliant des préjugés, on se perd facilement. Mais on commence, en revenant sur ce que vous avez publié le 25, Tollé, on se dit, mais ces gens, c'est quand même assez culotté de venir et de dire, écoutez, par exemple sur le plan politique, il y a une nette régression de l'actuel régime. Qu'est-ce qui vous a fait dire ça? Comment vous êtes arrivé à cette conclusion? Alors, deux choses. La première chose, c'est que c'est un rapport de sondage. Un sondage, si on veut, c'est une capture d'écran d'un moment X. Donc, ce qui est dit pour ces moments-là peut changer très rapidement. Pour ces cas-ci, ce sondage a été mené à la fin de l'année dernière, donc fin décembre 2021, de dernière semaine. Et ça nous a pris beaucoup de temps pour l'analyser afin de le publier. Donc les chiffres qu'on donne sont ce que nous avons constaté lorsqu'on pose des questions aux Congolais en cette période-là. C'était quoi la question déjà sur le... Donc, je vais en venir. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un peu un regret pour ma part et pour mes collègues, je pense, du GIEC et des Bouteli, c'est que lorsqu'on publie un sondage, souvent l'objectif de nos sondages, c'est d'informer les dirigeants sur comment est-ce que les gens perçoivent, la population perçoit leur politique. Quelle est leur opinion dans la population? Parce que si on veut être une nation démocratique, l'opinion publique est très, très importante. Savoir si l'opinion approuve les politiques que vous conduisez est très important pour un pays, pour les dirigeants d'un pays démocratique. Le problème, c'est qu'on reste figé sur des questions importantes mais périphériques. Alors, qu'est-ce qu'on a dit dans ce sondage ici? Pour répondre à la question polémique, c'est quoi la question? On a demandé aux sondés quelle opinion ils ont de Félix Tshisekedi. Ce n'est pas la première fois qu'on pose cette question. On l'a posée en septembre, on l'a posée en début de l'année dernière, on l'a posée l'année d'avant, on l'a posée la première année, on l'a posée avant les élections. On l'a posée aussi pour Joseph Kabila, on la pose pour Moïse Katumbi et pour tous les autres. Pour Dr Mukwege, pour le cardinal. Et si on suit, quand on pose la même question aujourd'hui, on a autour de 28-29% de Congolais qui ont une opinion favorable de Félix Tshisekedi.
Et c'est une nette chute par rapport au nombre de gens qui répondaient positivement à cette question il y a 1 an. Donc au début de l'année passée, ils étaient à 58% et au début de son mandat, ils étaient, je pense, autour de 63% à avoir une opinion favorable. Alors qu'est-ce que nous on dit? On dit, voilà, lorsqu'on pose à différents moments cette question aux Congolais, voilà ce qu'ils disent. Et alors on donne on donne ce qu'on pense être des raisons de cette situation. Alors les sondés ils donnent la réponse. Nous essayons d'analyser avec d'autres questions qu'on pose aux sondés ce qui peut justifier cela. Mais le fait est que lorsqu'on demande aux gens quelle opinion ils ont du président de la République, on constate qu'entre 2019 et aujourd'hui, le président a perdu plus de 30% de... Plus de 30%. Et vous, au niveau de l'analyse, qu'est-ce qui justifie cela, cette forme de dégringolade de la popularité ou de l'opinion favorable du chef de l'État? Alors nous, on pense que c'est dû en partie à des promesses qui n'ont pas été tenues. On se rappelle quand même que le président de la République a lancé plusieurs projets phares depuis son arrivée au pouvoir. Il y a le projet des 100 jours qui était son programme d'urgence juste au moment où il a pris le pouvoir. Ensuite, il y a eu la déclaration de gratuité de l'enseignement primaire. Ensuite, il y a eu d'autres projets comme les Chile Gelou sur les routes à Kinshasa et au Kasaï. On a la décision de rendre l'état de siège. On peut voir dans différents sondages que lorsque ces décisions sont prises, elles ont souvent une grande approbation de la population. Et ensuite, dans les temps, on remarque que ces décisions ne sont pas correctement implémentées et ça devient une source d'inquiétude pour la population. Le projet de 100 jours a fini par un procès retentissant dont on se rappelle tous où son directeur de cabinet de l'époque avait été arrêté. La dernière visite, en fait ce sondage a été mené pendant que le président de la République était dans sa visite au Kasaï. On sait très bien comment est-ce que c'était compliqué des échanges avec la population à cause de non-réalisation de ce qu'il avait promis sur l'éducation. Beaucoup de Congolais, lorsqu'on leur demande ce qu'ils pensent de l'éducation, ils sont toujours plus nombreux à dire que c'était une bonne mesure de rendre gratuit l'enseignement de base, mais que la manière dont cette mesure est appliquée pourrait affecter négativement la qualité de l'enseignement et aussi la vie des enseignants. Donc là, c'est le côté, d'un côté, on a le président de la République qui est en train de dégringoler, comme elle l'a dit, et pendant ce temps, il y a un autre acteur politique qui, lui, fait un bon carrément par rapport à votre sondage, c'est Moïse Katumbi. Est-ce que c'est ça ou les gens très mal et vite interprétés? C'est pas vrai. Ce qu'on nous dit, ce que ce sondage montre, et les sondages septembre allaient dans le même sens plus ou moins, c'est que le président de la République a perdu beaucoup, ses opposants n'ont pas pour autant gagné. Ce qu'on remarque, c'est que, d'abord, ce n'est pas que le président qui a perdu en termes de popularité, il a chuté clairement, plus que d'autres. Le Premier ministre tout autant, mais il y a d'autres personnes qui étaient des personnes chéries des Congolais, on peut le dire, qui ont aussi baissé en termes de popularité. Dr Mukwege, à l'entrée, je pense, au début du mandat de Félix Tshisekedi, il était à presque 82% d'opinion favorable. Il est à près de 60, 58, 60 comme ça aujourd'hui. Même les cardinals en Bongo et tout le reste ont perdu en termes de popularité. Les opposants, de manière générale, sont aussi dans cette perspective. Ils perdent de manière moins rapide que Félix Tshisekedi, mais ils perdent quand même. Donc Moïse Katumbi aujourd'hui est dans les derniers sondages, je pense, 40 quelque chose d'opinion favorable. On n'a pas dit qu'il a augmenté, on a dit qu'il y a plus d'opinions favorables que Félix Tshisekedi.
On n'a pas non plus dit, comme je lis dans la presse, qu'il est l'homme. Le plus populaire. Si on suit le rapport qu'on a publié, la personnalité politique la plus en vue, qui a le plus d'opinions favorables, quand il faut définir la personnalité politique ici, ce serait F. Bazaïba. Mais voilà, les gens, chacun, après, les chiffres sont l'interprétation des chiffres peut-être politiques. Les gens retiennent ce qu'ils veulent et interprètent comme ils veulent, mais c'est toujours important, je pense, d'aller de lire le rapport. Et ensuite de recentrer, mais dans un cas comme dans un autre, il se fait que par rapport aux opinions favorables, vous avez un Félix Tshisekedi qui est à 29 et vous avez son potentiel challenger, si on peut le dire comme ça, Moïse Katumbi, qui est à plus de 40. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on pose la question aux Congolais, on dit ce qu'ils ont dit. Et en fait, je pense que la réaction des quartiers généraux des partis politiques devait être de dire pourquoi comment on est arrivé là. Pourquoi cette situation? Pour le camp de Félix Tshisekedi, ça pourrait être comment on fait pour remonter. Pour le camp de Katumbi, ça pourrait être comment on fait pour remonter aussi, parce qu'il baisse, et comment on fait pour consolider peut-être. Pour d'autres, chacun devrait le lire de manière à ce que ça informe ses décisions. Et non pas juste pour alimenter la polémique. Ce n'est pas le rôle de sondage. Il faut dire que la question pour d'abord tous ces hommes politiques, toutes ces personnalités, c'était la même. Qu'est-ce que vous pensez de tel? C'était la même. Quelle est votre opinion, votre perception de tel pour tout le monde? L'échantillonnage, vous êtes basé sur quoi? Alors nous avons, ça c'est un sondage par téléphone. Et on a interrogé autour de 2000 personnes pour cet échantillon. Alors lorsqu'on dit au Congo, on a interrogé 2000 personnes, on dit, ah non, il y a 90 millions d'habitants, vous interrogez 2000 personnes et tout ça. Tout ce qui savent comment les sondages sont menés partout dans le monde savent que ce n'est pas la question la plus pertinente. Et que si vous voyez les sondages de Ipsos en France, ça utilise parfois des nombres moins grands que ça. Les sondages, même assortis des votes aux États-Unis, sont avec un nombre super restreint. La question n'est pas combien de gens, quelle a été la taille de l'échantillon. Évidemment, si vous l'élargissez, vous avez peut-être encore plus de précision, mais ce n'est pas... c'est pas la question la plus pertinente. Mais on devrait savoir les techniques, les outils que vous avez utilisés. Donc vous êtes basé sur un échantillon de 2000 Congolais. À peu près quel âge, quel sexe, les gens veulent savoir aussi. Alors, ces détails-là aussi pour... Nous avons, tous les éléments sont disponibles dans le rapport qui est sur notre site web. Donc, mais je vais peut-être dire de manière générale qu'est-ce qu'on fait. Donc on a fait par le passé un rapport face à face. D'ailleurs, on est en train de faire un autre rapport face à face qu'on va publier, sondage face à face qu'on va publier dans quelques mois. Mais donc de ces sondages-là, on a de ces entretiens dans presque beaucoup des cités en RDC, triés aléatoirement. On a eu une base de données, Bercy, notre partenaire pour ceci. Et donc de cette base de données-là, Bercy trie un échantillon qu'il appelle par téléphone pour poser des questions. Donc on a le sondage face à face, et ensuite une série de sondages téléphoniques, dont le dernier ici. Et donc et ensuite, lorsqu'on traite ces données-là, on essaie de les pondérer en fonction du poids, donc en considérant la proportion des gens qui vivent dans le milieu urbain et ceux qui vivent dans le milieu rural, en considérant le poids des femmes et des hommes, et en considérant voilà, la localisation géographique de ces gens, par exemple la pondération en fonction des populations dans des provinces. Et on utilise pour cela les données de l'Institut national des statistiques, mais aussi les données de la CENI, qui ont des bases de données assez larges.
Alors ça nous permet d'avoir une estimation qui ressemble plus ou moins sur base des caractéristiques de la population qui ressemble à celles de l'INS et de la CENI, ce qui nous permet de conclure en fonction des données qu'on a. Donc, pour dire que c'est un énorme travail, vous faites en décembre, vous publiez 3 mois plus tard, juste pour dire qu'il faut vraiment consolider, compiler, mettre, parce qu'il y en va aussi de votre crédibilité, surtout dans un pays où on se remplit de préjugés, où les avis des uns et des autres varient en fonction du moment. Est-ce que ça va en notre faveur, en notre défaveur? Comment vous faites justement pour consolider avoir cette crédibilité, d'autant plus que le style de sondage, c'est pas vraiment notre mode de vie. À l'Occident, oui, mais nous, on n'est pas trop habitués au sondage. On croit peut-être à ce que la Cour constitutionnelle nous dit, ce que la CENI nous dit, mais le sondage, c'est pas tellement. Alors, le sérieux, c'est notre crédibilité, c'est probablement notre bien le plus précieux, si on veut dire. Et on tient beaucoup à ne pas perdre cette crédibilité-là. Lorsqu'on écrit des rapports, comme lorsqu'on fait des sondages, on se rassure de la qualité de ces rapports, de la méthodologie qui est utilisée. On se rassure de les faire relire par d'autres personnes, de les faire critiquer parfois. Et les sondages, c'est aussi pareil. Par le passé, ce n'est pas le premier sondage qu'on vient de publier. Non, on a publié des sondages pendant longtemps. Et je me rappelle qu'à la veille des élections de 2018, on avait publié quelques sondages et on avait eu encore des critiques. Ce qui arrive souvent, c'est que lorsque vous publiez un sondage, s'il dit que Moïse Katumbi est populaire, tous les autres vous critiquent d'être partial. S'ils disent que Félix Tshisekedi est populaire, lui, tous les autres vous critiquent. Donc, les gens qui pensent être défavorisés par le sondage, ce qui n'est pas le but du sondage, hein, vous attaquent. Donc par le passé, une chose qu'on a faite par exemple, c'était de mener simultanément 2 sondages par 2 instituts différents. Donc on a pris, à l'époque, je pense qu'on avait pris Bercy et je pense Ipsos, je dois vérifier. Et on a mené avec les mêmes questions 2 sondages différents et on avait des résultats très similaires en grande partie. Et nous faisons ce genre de vérification, contre-vérification pour se rassurer de la qualité, parce que c'est sensible, comme si vous sortez, vous dites telle personne est populaire ou telle ne l'est pas, parce que ce que les gens semblent retenir, c'est sensible. Donc on tient à ce que ce soit quelque chose qui est fait avec le plus de sérieux. Et je pense qu'avec le temps, les gens vont s'habituer à recevoir ce genre de sondages et à les étudier et à prendre les informations qui sont à leur disposition. C'est des données qui sont riches pour tout le monde pour orienter ces décisions. Des données riches pour tout le monde. Dans l'entretemps, on se dit, et c'était pas, et ça je l'ai dit tout au début de cette émission, c'était pas le seul point contenu dans votre sondage. Évidemment, on passe vite à côté parce que on parle des hommes, des politiques, des personnalités. On connaît quand même l'influence de la politique, mais vous avez également posé la question sur l'état de siège. Quelle a été la réponse des gens presque une année après? Qu'est-ce que les gens ont dit par rapport à cet état de siège? Alors, précédemment, on avait posé, notre sondage avant celui-ci, on a demandé quelle était l'opinion des gens sur l'état de siège. Beaucoup de gens pensaient que c'était, à l'époque, hein, donc nous sommes en septembre, disaient que c'était une bonne décision, il y a, je pense, des gens qui pensaient que ça pouvait arriver à l'éradication des groupes armés. Et aujourd'hui, ce sondage ici montre que la tendance est complètement inversée. Il y a beaucoup de gens qui sont... il y a, je pense, au moins 50% des gens qui ne sont pas d'accord avec la manière dont l'état de siège est conduit. Il y a moins de gens qui pensent que ça va conduire à l'éradication des groupes armés. Voilà, donc la confiance et l'approbation de cette mesure-là a beaucoup baissé.
À beaucoup plus, pendant l'analyse, vous vous êtes dit quoi? Est-ce que c'est la longueur de ces opérations? Est-ce que c'est un problème d'explication? Peut-être qu'on a présenté l'état des sièges comme une action éclair qui n'allait pas. Et qu'est-ce que les analyses, vous êtes arrivés à quoi? C'est que il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer ça. Évidemment, on n'aura pas toutes les raisons. Mais la première chose, c'est que l'état de siège, c'est une décision très radicale. Donc c'est parmi les dernières décisions qu'on peut prendre sur une question. Après ça, peut-être c'est la guerre, clairement. Et lorsqu'elle a été prise, les gens avaient accueilli ça comme une volonté de rupture, une volonté de prendre une mesure forte pour mettre fin au groupe armé. Et beaucoup de gens avaient soutenu ça, y compris pour cela. Ce qui a suivi, c'est que les moyens n'ont pas suivi. On se rappelle de la mission parlementaire pour évaluer, de rapports qui avaient conclu qu'il y avait de l'argent qui avait été détourné, y compris à Kinshasa. Il y avait très peu de moyens qui étaient sur le terrain. Les effectifs des militaires étaient moins que ce qui était connu. Il n'y a pas eu de réelle opération militaire pendant toute la période de l'état de siège jusqu'à l'arrivée des militaires ougandais. Et en général, les tueries ont augmenté drastiquement avec l'état de siège. Je ne suis pas en train de dire que l'état de siège a causé cela, probablement que c'est une réaction à ça, mais ce qu'on constate en tout cas, c'est que avec l'état de siège, quelques mois après l'état de siège, les tueries ont radicalement augmenté. Et donc, l'état de siège était supposé être une mesure temporaire pour éradiquer des groupes armés. Ce n'est pas le cas. Donc, je pense que ça explique en partie le manque de cet engouement, le faible engouement qu'on a. Faible engouement, mais on fait quoi dans les analyses? Vous dites que faire pour justement mettre un terme de manière définitive à ces groupes armés? Est-ce que vous arrivez au niveau des bouteilles, de GIEC, d'analyser cela que doit faire la RDC, alors que dans l'entretemps, c'est vrai, ça et là, on entend déjà, c'est de manière officielle, que le Rwanda est redevenu au devant de la scène, qui appuie certains groupes rebelles pendant qu'il y a l'état de siège. On se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire 20 ans après, 22 ans après pour mettre un terme à cette spirale? C'est une question difficile parce que c'est un grand problème, ça ne va pas se résoudre dans une journée. Et ça va peut-être difficilement se résoudre dans juste peu de mois. Mais personnellement, je pense que pour régler la question de la sécurité à l'Est, il faut régler un problème encore plus grand qui est l'État congolais. Il nous faut un État fonctionnel dans beaucoup de ces aspects. On ne peut pas, par exemple, mettre fin à l'état de siège si on ne se donne pas le moyen de créer une armée républicaine qui fonctionne et où les militaires sont correctement formés, sont correctement payés, sont correctement encadrés. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, l'argent des militaires est parfois capturé par une certaine élite au sein de l'armée, des officiers supérieurs ici et parfois sur le terrain. Mais les militaires de rang, ce qu'ils reçoivent est assez minime par rapport à ce qu'ils pourraient gagner. On ne sait même pas combien de militaires il y a sur le terrain. Parfois on dit 10 000, 20 000, parfois d'autres disent 4 000. Donc on a une armée qu'on ne contrôle pas. On ne sait pas très bien comment est-ce que cette armée fonctionne là. Et les efforts passés pour réformer l'armée, à mon avis, n'ont pas été très sérieux. Et on ne peut pas espérer résoudre la question de groupes armés ou même de la menace des pays étrangers. Le voisin, on ne peut pas avoir une telle armée face à cette façon un peu belliqueuse des voisins. C'est compliqué. Comment on fait? On ne va pas attendre que les voisins arrêtent de nous menacer pour construire une armée. La situation ne nous permet juste pas de faire ça. On doit construire notre armée dans la situation dans laquelle on est. Ça ne dépend pas du Rwanda ou de l'Ouganda, ça dépend de la
volonté politique ici. Est-ce que vous n'êtes pas en train de dédouaner les voisins, les pays voisins qui nous font la guerre? Oui, quand même, on est là, calme chez nous, le temps de nous restructurer. Des tendances belliqueuses quand même des pays voisins. Le fait de dire ça, vous les dédouanez aussi. Comment vous faites pour vous défendre? Nous sommes les voisins ne vont pas déménager. Ils ne vont pas non plus changer leurs intentions par charité. C'est naïf pour nous de penser qu'ils vont tout de suite devenir nos frères et nos amis parce que nous sommes beaux et parce que nous sommes gentils. Non, si on ne s'organise pas à l'interne, les voisins resteront une menace pour nous et ils auront d'ailleurs des incitations à venir parce que voilà, c'est une terre qui n'est pas protégée. Mais au-delà de ça, comme je disais, l'État congolais on doit réformer l'État congolais, on devrait même recréer peut-être l'État. On a aujourd'hui on n'a pas réussi ça avec le 3 ans de Tshisekedi à recréer cet État congolais, à reformer cette armée-là. 3 ans après, on a toujours 70 ou 80% du budget de l'État qui est dans les fonctionnements des institutions. On voit que les trains de vie des institutions ici est très élevé alors que une bonne partie de la population vit dans des situations difficiles. On voit que l'impunité continue malgré des efforts, et ça on le dit dans notre rapport de sondage. Il y a beaucoup d'efforts de l'IGF par exemple pour dénoncer certaines pratiques de corruption, mais l'impunité continue dans la mesure où tous ceux qui ont été dénoncés et qui ont parfois été arrêtés ont été soit graciés, soit sortis par d'autres moyens. On a une rupture en fait entre l'élite politique qui est ici et le reste de la population. Et on a parfois, moi j'ai parfois l'impression qu'on fait face à deux États. Si on le voit d'en haut et on le voit d'en bas, on a deux Congos qui ne se ressemblent pas. Et on doit arriver à créer un État qui pourvoit au service public où les gens ont accès à la sécurité, accès à l'eau, accès à la santé, accès à même les militaires et les policiers rentrent dans ça. C'est un grand projet pour arriver à un État stable. Et toutes les questions sociales et les questions sécuritaires, je pense, ne sont pas forcément à séparer. Parce que ces griefs-là s'entre-nourrissent, je pense. Donc, oui, les voisins vont probablement nous menacer, mais ils ne vont pas arrêter tant qu'on ne s'organisera pas à l'intérieur. Merci beaucoup Fred Baouma, secrétaire exécutif d'Ebouteli ou de GEC? D'Ebouteli. Ebouteli c'est GEC ou GEC c'est Ebouteli? C'est des organisations sœurs. Des organisations sœurs. Ok, bah écoutez, merci d'avoir répondu à mes invitations. La prochaine publication c'est dans 3 mois aussi ça sera sur quoi? Non, on va avoir quelques publications je pense avant, mais on a un sondage à publier autour de mai ou juin. Ça portera sur quoi? C'est encore top secret ou... Non, ça sera sur... ça posera plus ou moins des questions similaires, mais on posera aussi des questions sur des élections et sur quel est le profil des candidats que la population voudrait voir. On publiera tout de toute façon. Merci. Notre rôle, c'est d'animer les débats publics avec des informations et des analyses crédibles. Et on va continuer à le faire. Surtout en attendant, essayez d'aller sur le site internet d'Ebouteli, c'est le www.congolesgroup.org. Voilà, essayez d'aller là-bas et essayez de vraiment lire l'entièreté de ce rapport et de ne pas vous contenter juste de ce que nous, médias, essayons de mettre aussi à la place publique. Maintenant, là, c'est aussi ça, renseignez-vous, essayez d'avoir beaucoup plus de données et d'éléments qui pourront alimenter le débat politique et public ici en République démocratique du Congo. Merci à vous, Fred Baouma, merci aux téléspectateurs, on se dit au revoir et à très très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission. Merci.